Voilà, eh bien, bonjour chers amis de Gradignan, de la métropole de Bordeaux, et puis d'ailleurs, et bonjour aussi à tous nos suiveurs de la chaîne YouTube. Bienvenue. Alors, c'est avec plaisir que j'accueille, en votre nom et de mon nom aussi, notre conférencier Jean-Luc Coureau, qui est maître de conférence hors classe à l'Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux, dans le département génie civil et environnemental. Alors, ingénieur de l'École supérieure du bois de Nantes, Oui. Oui, ça date, mon ami. Tu débarquas en 98 à l'Université de Bordeaux, Oui. pour rechercher un stage, pour faire ton DEA en sciences du bois. Et c'est le professeur Pierre Morlier, que je salue chaleureusement, présent ici, qui décida de t'accueillir dans son labo de rhéologie du bois de Bordeaux. Et convaincu par la solidité de ton dossier avec tes notes académiques et un petit peu par tes notes musicales, Oui, je crois que après l'obtention de ton DEA, c'est-à-dire l'ancêtre du Master 2, tu soutins en 2002 ton doctorat en sciences du bois sur le sujet renforcement local d'éléments de structure bois par des matériaux composites. Et voilà que ta carrière d'enseignant-chercheur démarra au son de quelques notes de guitare jaillies d'une pièce du labo de rhéologie du bois de Bordeaux du professeur Pierre Morlier. Alors, mais plus sérieusement, c'est par ta réussite au concours de recrutement de maître de conf de l'Université de Bordeaux. Et puis, tu embrayes les responsabilités. De 2009 à 2011, tu es nommé responsable pédagogique de ton département, génie civil et environnement, et à l'UIT donc de Bordeaux, responsable donc pédagogique de la licence professionnelle bois construction. Et puis 2012, tu es responsable de la plateforme Xylopat, du projet Equipex Xyloforest. Equipex, c'est les équipements d'excellence qui ont permis à la recherche d'avoir une bouffée d'oxygène au niveau crédit. Mais enfin, il fallait se battre quand même, hein. Tu te souviens? Oui. C'était pas donné. Grâce d'ailleurs à Jean-Michel Carnus. Et puis, grâce à tes qualités scientifiques, eh bien, Xylopat est labellisé plateforme scientifique de l'Université de Bordeaux en 2019. Et 3 ans plus tôt, d'ailleurs, tu parfis ton cursus universitaire en soutenant ton HDR sur le sujet quelque peu provocateur, caractérisation du bois, une affaire de complaisance. Bon, sous la garantie quand même du professeur des universités Éric Martin. Et puis naturellement, logiquement, tu es nommé en 2017 responsable adjoint du département génie civil et environnement dit 2e, poste que tu occupes toujours à ce jour. Outre tes responsabilités d'enseignement et de recherche, tu es membre de plusieurs conseils scientifiques, dont l'École supérieure du bois et d'autres instances pédagogiques et scientifiques en sciences du bois. Et puis tu es aussi membre du comité d'orientation du pôle de compétitivité Xylofutur, dont le professeur Morlier a été un des fondateurs il y a quelques années. Et puis membre de 5 jurys de thèse. Et puis survint l'inattendu et le violent incendie d'avril 2019. I2M, acteur scientifique de premier plan, s'implique fortement dans l'opération de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris via le chantier scientifique du CNRS et du ministère de la Culture Notre-Dame. Tu participas avec ton collègue Stéphane Morel, qu'on a eu le plaisir d'entendre au mois d'avril, et 30 autres scientifiques issus de 14 laboratoires
aux travaux de recherche sur la reconstruction de la charpente de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Alors il a fallu, comme vous le savez tous et toutes, 200 ans pour la construire, de 1163 jusqu'au milieu du XIVe siècle, et là, j'allais dire par le miracle de la technologie, en 5 ans et 8 mois, eh bien, elle a été reconstruite. Prouesse extraordinaire, et nous ne pouvons que rendre hommage aux nombreux artisans d'architectes, ingénieurs, ouvriers et aussi pompiers, mais aussi aux scientifiques dont tu es un des éminents représentants qui reconstruisirent notre chère cathédrale, gloire de la France royale, impériale et républicaine. Alors, grâce aux dons de centaines de milliers de donateurs et plus de 300 mécènes, voilà, mais aussi à l'État de notre République laïque, eh bien, cette reconstruction a pu avoir lieu dans des délais extraordinaires. L'inauguration officielle, donc, de la cathédrale de Notre-Dame de Paris aura bien lieu, je vous rassure, chers amis, alors voilà, il y a le 7 décembre et pour nous, les citoyens lambda, le 9 décembre. Merci beaucoup. Merci Max. Alors, merci à toi, cher Jean-Luc, d'avoir bien voulu venir nous parler de la reconstruction de la charpente de Notre-Dame, un chantier monumental, pédagogique et scientifique que cela représente. Donc, à toi la parole, cher Jean-Luc, et merci encore une fois. On peut l'applaudir quand même. Voilà, pour merci avoir pris ce temps pour nous. Merci Mustapha. J'ai entendu 2 fois, tu as prononcé un mot que je ne connais pas. Oui. Rhéologie, quelque chose. Ah, voilà. Alors, je peux dire quelques mots, mais il y a d'éminentes personnes là qui pourraient dire mieux que moi. Bon, ça vient donc du grec, hein, c'est ça, qui parle de la résistance mécanique du bois. Bon, voilà, c'est un peu court. C'est la science de l'écoulement des matériaux. Voilà. La science de l'écoulement. Les matériaux s'écoulent, se déforment. Ah, j'ai un accent toulousain, donc... mais il s'est un peu estompé. Est-ce que vous m'entendez? Il va falloir... Vous m'entendez bien ou pas? Pas du tout. Bon. On va arriver... Par contre, je vais le prendre à la main. Autrement. Oui, prends-le à la main. Vous m'entendez parce que vous m'entendez, hein? Vous m'entendez, moi, oui. Bah, prends le mien, oui. D'autant plus qu'il a... Là, est-ce que vous m'entendez? Je vais le décrocher, je prends le fil. Ah oui, tiens. Je peux? Ouais, c'est mieux. Et par contre, je vais faire ça. On va éviter de faire des nœuds. Ok, c'est cool. Comment tu... Bon, merci Mustapha pour cette présentation. Bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous pour partager donc un travail sur qu'on réalise là depuis l'incendie de Notre-Dame. Faut que je le colle complètement. Je vais y arriver. N'hésitez pas à me le dire hein, si vous me perdez un petit peu. Donc on va vous faire part de tout ça parce que justement ça nous concerne tous. Donc pour repréciser les éléments là, pendant 45 minutes, je vais vous faire visiter un petit peu ce chantier sur la partie charpente. Après, je vais vous montrer qu'il y avait des actions pédagogiques qu'on a menées parce que là, comme l'a signifié Mustapha, on peut détailler, on va dire, une carrière de scientifique au travers de responsabilités. Mais la mission réelle d'un enseignant-chercheur, c'est faire de l'enseignement. Donc, quand on a des sujets comme ça, c'est faire part de ces matières-là aux étudiants pour pouvoir faire des choses. Ça, c'est la première chose qui m'anime très personnellement. Donc, ça se marque pas dans les CV, mais c'est ça le moteur des choses. Et derrière, il y a, en amont, en aval, il y a la science derrière qui permet d'apporter et d'agréger des connaissances sur des thématiques qui sont relativement intéressantes parce que ça agrège les métiers, l'histoire, dans ce cas-là, et l'ingénierie. Et ça fait pas bon ménage en général, vous allez voir. Voilà. Et tout le chantier de la reconstruction, là, comme on vous l'a dit, en un an, en gros, la charpente a été refaite pour avoir cette réception, on va dire en décembre. Alors, la réception, c'est rendu au culte. C'est ce qu'il faut comprendre là pour décembre.
Je ne sais pas si le chantier, honnêtement, sera tout à fait finalisé en décembre. En tout cas, on va pouvoir, revenir dans Notre-Dame. Voilà. Donc là, le calendrier est très resserré. Ça, pour avoir quelques infos, c'est chaud. Sans jeu de mots par rapport à l'incendie, mais c'est très chaud. Nous, là, maintenant, on n'a plus accès parce qu'il faut, ils sont en ordre de bataille. Il y a eu quelques, vous voyez que ça se déroule, mais il y a eu quelques erreurs de phasage là sur ces derniers temps et il faut rendre la préfecture qui doit passer dans pas longtemps pour pouvoir donner la permission d'ouvrir. Ça, c'est le premier point. Alors, quand on est scientifique, souvent, tu travailles sur Notre-Dame, Jean-Luc, ok, on va baisser, ça a l'air assez extraordinaire et tout ça. On est sur le chantier scientifique, c'est-à-dire vous avez le chantier de reconstruction, vous avez les professionnels qui refont les voûtes, qui refont la charpente. Et nous, là-dedans, il y avait toujours, comment la recherche peut venir aider sur la maîtrise d'œuvre, avec la maîtrise d'ouvrage, les architectes, pour apporter de l'information. Donc nous, on est sur un chantier parallèle, mais qui communique avec les entreprises pour trouver des solutions. Alors je vais vous expliquer, il y a une thématique qui est relativement importante sur le bois par rapport à la construction bois actuelle. Donc on fait l'interface, mais après on a des études qui sont pas dans l'échelle du chantier. Quand on va faire une thèse ou qu'on a développé des sujets, il y a des sujets qui ont démarré suite à l'incendie, mais il y a des actions de recherche qui vont perdurer. Voilà. Donc on n'est pas dans la contrainte comme peuvent avoir les entreprises sur cheval. Il faut bien faire le distinguo, mais là-dedans on est souvent consulté. Et ce qui est original par rapport à cet événement, c'est qu'il y a une prise de conscience on va dire du pays sur tout ce qui est préservation du patrimoine. Et il y a des actions de recherche dans les laboratoires qui existent depuis une vingtaine d'années, mais sans cette prise de conscience collective. Et le chantier de Notre-Dame, alors malheureusement par l'incendie, a permis justement de mettre en avant qu'il fallait préserver, diagnostiquer ces charpentes, ces monuments en pierre. Et donc on est en train de mettre en place à la suite du chantier, avec le Centre national de la recherche scientifique, des instances pour pouvoir avoir des groupes de travail pour préserver le patrimoine et anticiper un petit peu les désastres ou les réparations qu'on peut avoir et mettre en sécurité. Voilà, donc l'action scientifique, elle est à ce niveau-là. Alors maintenant, je vais rentrer quand même sur cette thématique donc de reconstruction de la charpente de Notre-Dame. Donc il y a un chantier monumental. Comme on est acteur scientifique, on a pu aller sur le chantier et je vais vous faire part de tout ça. Et ensuite, je vais vous montrer un petit peu les actions pédagogiques et scientifiques qu'on a pu mener et qui vont vous soulever plus, j'espère, si j'y arrive, plus d'interrogations à la fin que de réponses. Voilà, c'est comme ça. Et je suis un peu provocateur dans l'esprit. Oui, coller. Je vais y arriver, ça va mieux. Hein. Merci. Je vais y arriver. Je vais coller sur mon manteau. Donc, pour replacer le contexte, Notre-Dame, je pense que dans la vision de chacun, on l'a. Je vais rappeler juste des dimensions. Quelque chose de classique. Voilà le vaisseau central, la longueur du bâtiment, 130 mètres. Une cinquantaine de mètres de large sur le parvis. Okay, et des tours. Alors les tours, 70 mètres de haut, et la flèche, on arrive à une centaine de mètres de haut quand on prend la côte au niveau de la croix qui était installée. Ok, donc après la morphologie, vous la connaissez. Donc juste avoir ces proportions, parce que ça soulève quand même des problèmes de construction bois derrière, parce que on va avoir des éléments de grande dimension en bois massif. Alors si je fais des coupes sur le vaisseau central, vous avez la charpente qui a été reposée, donc construite. Donc on est en gros, alors la charpente c'est là sur le vaisseau central, c'est l'image que vous avez à gauche. Okay, ça s'est reconstruit en chêne, donc c'est du chêne actuel, c'est plus du chêne ancien. On parle de reconstruction à l'identique, donc déjà il y a un problème à ce niveau-là. On peut pas faire autrement, mais ça pose des problèmes pour certains. Donc la charpente, elle est posée, ok, en haut des murs. Je dis bien posée. Il n'y a pas d'assemblage à l'époque. Hein. C'est posé. Donc il y a une histoire de poids propre, le couverture au plomb. On essaie de gagner du poids justement pour pas que ça se déséquilibre aux charges de vent, parce que le vent à 40 mètres de haut, en gros, il souffle plus que donc ça, c'est la reconstruction. Et il y a un point important que je vous dois me souligner, c'est le fait que quand la charpente était édifiée, c'était du chêne, ça, ok, mais c'était du chêne vert, c'est-à-dire gorgé d'eau, ok.
Donc ça veut dire que le bois va sécher lors de l'édification, mais après sous charge. Donc ça pose des problèmes. Et du chêne vert en construction actuelle, c'est pas du chêne contemporain parce qu'on sèche les bois maintenant pour les mettre sur les structures. Donc on a déjà un trou de connaissance entre refaire la charpente avec les règles contemporaines et le matériau qui arrive qui est pas sec parce que le chêne pour le sécher il faut des années. Si on le sèche trop vite, on va avoir des problèmes de fissuration. Voilà. Alors la deuxième image que vous avez, c'est la coupe, on va dire des tours. Où vous avez les beffrois. Donc les beffrois, c'est le deuxième niveau des charpentes. Et là, par contre, c'est réalisé en chêne sec. J'ai oublié de le dire, la flèche est réalisée avec du chêne sec aussi. Ok. Alors les beffrois, il y a juste un souci. On parle beaucoup de la toiture, mais je ne sais pas si vous en rappelez lors du désastre, l'incendie s'est arrêté dans les tours. Et il y a la tour nord qui est sur la gauche quand vous regardez le parvis. Ok, et le beffroi nord, il a été attaqué méchamment par les flammes. C'est pour ça que les pompiers au moment où il y a eu une décision, où les pompiers ont dû monter à leurs risques et périls. Pourquoi? Parce que si le beffroi tombe, comme il est à l'intérieur de la tour, c'est la tour qui tombe et peut-être la deuxième. Donc là, il y avait, alors que la charpente, elle est tombée et les voûtes ont subsisté. Il y a juste eu les voûtes ont fait leur boulot, c'est-à-dire elles ont protégé. Mais ce qu'on a rajouté par Viollet-le-Duc, justement, ça c'était pas prévu, par la capacité des voûtes, quand c'est tombé, ça a transpercé. Donc un petit peu le fait de monter une flèche, peut-être un petit peu d'égo d'architecture, d'architecte, mais là, à cet endroit-là, quand c'est tombé, on l'a vu à Copenhague, là, ça peut transpercer les voûtes. Ce que vous n'avez pas dans les beffrois. Si ça crame dans les beffrois, mais là, on n'aurait plus le parvis qu'on a actuellement. Actuellement, ils sont en train de finaliser. Donc là, c'est beaucoup plus difficile d'agir que la charpente où on refait à neuf. Là, il faut réparer quelque chose qui est en place et qui va subir des charges dynamiques sévères parce que on a des cloches quand même de plusieurs tonnes. Donc actuellement, ils sont en train de refaire le beffroi nord. Donc on enlève les éléments qui sont... Alors je peux pas vous montrer de photos parce que là, je vous donne que ce... Voilà, pour l'instant, c'est en cours. Ça va être finalisé, je pense, fin juin. Donc ils sont en train d'enlever les éléments qui sont critiques. Donc il y a eu un diagnostic. Et donc là on joue poutre par poutre, alors que quand on reconstruit la charpente ou la flèche, comme il n'y avait plus rien, on est reparti à zéro. Donc ça c'est une difficulté. Et je pense que à l'inauguration, sonner les cloches de Notre-Dame, ça va être quelque chose d'important. Il y a un enjeu parce que là il y a plusieurs tonnes de charges qui vont osciller. Donc voilà. À l'heure actuelle, la flèche est finalisée, la toiture est finalisée en termes de structure, pas de couverture. Par contre, ils sont encore dans les beffrois jusqu'à la fin du mois de juin, s'il n'y a pas de retard dans la planification. Donc, quand vous regardez ce monument, au départ, quand on fait des plans, on aime bien des choses cartésiennes. Et la belle, elle est imparfaite. Si on regarde son emprise au sol, en fait, elle est courbée. Donc, il y a des alignements qui sont pas, voilà, qui sont pas aussi nets que ça. Quand on est en bas du parvis, si vous regardez, il est incurvé, c'est pas fait au cours d'eau. Alors, est-ce que c'est dû au mouvement de sol? Ça peut-être, mais en fait, il y a des choses qui sont pas rectilignées. Et quand vous regardez cette coupe de la charpente, vous voyez que vous avez des appuis qui sont pas forcément au même niveau. C'est peut-être des tassements de sol. La tour nord, par exemple, toujours cette tour nord, et c'est un fossé de 30 cm par rapport à l'initial. Faut pas oublier qu'il y a la Seine à côté, etc. Voilà, donc, on est sur un objet quand même qu'on peut pas mesurer avec 2-3 cotations. Il faut mesurer à chaque fois parce que on a des reports de dimensions qui sont pas les mêmes. Et reconstruire, ça c'est une problématique qui est relativement importante. Même pour les charpentiers qui lui arrivent à faire des triangles, il va les faire presque au millimètre, on va dire en dessous du centimètre. Mais les appuis, des fois, ils peuvent se décaler de quelques centimètres. Donc il faut s'ajuster. C'est là où le trait du charpentier, la pratique, est relativement intéressant. Alors, un point important, je vais vous parler plutôt là, d'abord, je vais vous parler de la flèche, parce que tout le monde est préoccupé par la flèche, parce que on s'élance vers le ciel. Ça, c'est la charpente, le système constructif de la charpente de Notre-Dame. Alors, je vais donner alors c'est très bien parce que j'ai un exemple au-dessus de la tête. La charpente traditionnelle qu'on connaît tous, c'est les fermes porteuses. Des pannes, c'est les éléments que vous avez en longueur, là, qui vont faire 3-4 mètres de long. On va mettre de chevrons, il y a les tuiles, ça pourrait être des plaques de plomb. Okay. Donc ça, c'est le système constructif, on va dire,
contemporain, assez classique. Mais à l'époque, donc quand on était quelques siècles en amont, le système de panne, justement pour des problèmes de résistance, ça fléchit ces éléments, on n'avait pas tout à fait les connaissances, ça n'existait pas. Donc en fait, le système qui était adopté, c'est un petit peu comme le système des fermettes que vous avez dans les maisons. On avait des systèmes porteurs tous les 70 cm. Deux porteurs bien trapus, qu'on appelle les fermes principales. C'est un delta qui est fermé, donc ça travaille, ça va ramener les efforts principaux sur le mur, et ces charpentes sont posées en tête de mur, à 40 mètres de haut, ce qu'on appelle les murs vitraux. Et on va mettre des éléments intermédiaires parce qu'on n'avait pas, la pratique d'utiliser des pannes à l'époque. C'est venu beaucoup plus tard au niveau historique. Et les fermes secondaires, ça s'appelle des chevrons formant ferme, et vous voyez que elles sont beaucoup plus, légères en termes. Ah ouais, super. Merci. Voilà, alors les fermes porteuses, donc ça on va dire que c'est les muscles principaux de la charpente, ça se répète tous les 3,50 m, et tous les 70 cm après, à l'intérieur, ici, c'est ce que vous avez ici, vous allez avoir des deltas beaucoup plus épurés, mais qui sont beaucoup plus souples et qui vont renvoyer les efforts sur les porteurs. Ok, tout ça à l'époque était fait en bois vert. Ce que vous avez ici, ok, en termes de plan, vous voyez, c'est des croquis, mais par chance, c'est des relevés d'un architecte qui s'occupe de Notre-Dame, qui s'appelle Rémi Fromont et Cédric Trentesaut, qui sont avec Philippe Villeneuve sur le chantier. Et c'est des relevés qu'ils ont fait à partir des années 2000. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de relevés. Ils ont relevé à la main toutes les sections, tous les assemblages, dans le noir, à la pile. Il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu moins, tous les éléments. Et c'est grâce à ces documents qu'on a pu reconstruire la charpente. Donc nous, étant dans le chantier scientifique, on a hérité de ces données pour pouvoir ensuite faire des modélisations, pour les entreprises, refaire des lots pour pouvoir reconstruire le vaisseau central, ok, la nef, le chœur, ok, et aussi il y avait des relevés de la flèche, mais ça, avec Viollet-le-Duc, on avait déjà des informations. Donc, il faut bien comprendre que ces jeunes, Rémi Fromont, qui doit avoir entre 30 et une quarantaine d'années, c'était un sujet de master, si je me trompe pas, quand il m'a expliqué ça, et ça a sauvé un petit peu la reconstruction. Donc il y avait pas de plan à l'époque, il y avait des principes constructifs, mais il n'y avait pas de plan, et donc ils ont relevé tout ça à la pied. Voilà. Et on hérite de ce schéma-là, c'est les schémas natifs pour faire la reconstruction. Voilà. Donc nous, dans le chantier scientifique, on a ça, et après, ça c'est la charpente disparue, quand vous êtes là, vous voyez, alors comme ça je peux montrer, pardon. Voilà, si je me situe, vous voyez, vous avez une passerelle ici, donc on est sur les murs, ce que j'appelle les murs vitraux, voilà, et vous avez les voûtes qui sont en dessous, ok. Donc là, quand vous êtes, ça va se répéter tous les 3,50 m. Cette ferme-là que vous avez principale, elle était là, puisque maintenant il y en a une autre, mais donc on était juste derrière les tours, et ça s'appelle la ferme, alors je sais plus le numéro, là c'est la ferme 5, et il y a toute une progression. Après, si on fait l'historique des constructions, ben on voit qu'on a commencé par le chœur, quand ça a été fait au début, et la technologie n'était pas la même. Alors, c'était le maître charpentier qui faisait, en fonction de ses équipes, qui faisait le même delta, mais après, il y avait des barres le nombre de barres n'était pas les mêmes. Donc, les charpentes qui étaient plus anciennes, ben, elles avaient un petit peu moins de barres, et ça fait quelques déformations en plus. Et une fois qu'ils avaient trouvé le système constructif qui se bougeait pas trop par l'expérience, ok, ils l'ont répété, et ensuite, et ils sont venus jusqu'à la nef. Ok? Voilà. Donc, si vous regardez un petit peu, là, on se retrouve voilà, vous avez les porteurs, c'est cette pièce-là, c'est tous les 3,50 m, vous avez un grand delta qui part ici, et vous avez ensuite ce qu'on appelle des faux entrées intermédiaires, et vous allez avoir la fameuse passerelle où Quasimodo pouvait se balader. Voilà. Et donc, ça a été reconstruit à l'identique, je vous donnerai la même photo tout à l'heure. Ok? Donc, vous pouvez trouver sur Internet toutes ces informations. Alors maintenant, je vais vous parler du chantier et du chantier scientifique. Je regarde le timing. Ça va pas être trop long, ouais, ça va. Alors nous, quand on travaille sur le chantier, en tant que chercheur, on est sur quelque chose de très compliqué. Dans quand même un état d'urgence, un état d'émotion. On se retrouve donc chercheur en sciences du bois.
Alors les sciences du bois, c'est pas forcément la science des constructions. Refaire Notre-Dame, c'est quand même de la construction. Donc on a beaucoup de gens qui parlent du matériau bois à des échelles qui sont pas forcément les échelles qu'on va avoir au niveau de la charpente. Là. On va être confronté à, comment dire, à justifier de propriété du matériau bois dans des normes qui sont contemporaines, alors que le système constructif il est plutôt médiéval dans sa forme. Donc là, il y a un trou de connaissances en ingénierie et les laboratoires en sciences du bois ont des informations. Alors je dis les laboratoires, c'est pas que Bordeaux, il y a 6 laboratoires sur le territoire national qui ont travaillé sur ce projet-là. Ensuite, on a des historiens de la construction qui ont des avis sur les systèmes constructifs sans avoir forcément l'expertise en analyse mécanique. Donc on arrive à des confrontations. Moi, ça me fait penser à la crise du Covid au niveau des journalistes et des chercheurs. Donc tout le monde a un avis et ça devient une cacophonie monstrueuse. Et là-dedans, vous avez des compagnons qui montent, donc qui ont une réalité d'exécution, mais qui n'ont pas forcément la maîtrise de, vous allez voir pourquoi je vous dis ça, d'un comportement dans le détail physique à long terme. Voilà. Mais par contre, ils montent les choses de manière remarquable. Donc nous, on se retrouve là-dessus avec le bon préjugé quand même du chercheur qui est en laboratoire et qui est hors sol. Moi, c'est pas trop mon cas. Je suis pas, voilà, mais c'est vrai que des fois, ça peut être agaçant, mais c'est super riche en fait. Et l'idée là, dans tout ça, c'est essayer de trouver un espace vital pour nous, petits chercheurs de l'I2M à Bordeaux, où derrière, on va se frotter un petit peu aux compagnons, on va faire un peu de sciences des structures, sciences ingénierie, et là-dedans, essayer de faire profiter, parce qu'on est maître de conférence, des petits jeunes. Si on fait ça, déjà, c'est pas mal. Après, monter une flèche à 100 mètres d'eau, y en a qui savent le faire mieux que nous. Moi, je sais pas le faire, en tout cas. Et donc, on a réussi à faire quelque chose où on a proposé des projets pédagogiques, des projets scientifiques qui sont liés à l'observation et un truc tout simple, un peu d'humilité, faire des mesures simples pour pouvoir peut-être des fois casser des préjugés, foutre un petit peu la panique aussi dans les habitudes. Ça, j'aime bien. Donc, voilà. Donc, voilà le contexte. Alors, je vais vous parler quand même du chantier pour revenir après au chantier pédagogique. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de se remémorer les choses. Et je pense que ça a été tellement marquant que je vais être juste dans la date après l'incendie. Vous avez le fameux échafaudage qui était en place. Ce qu'il faut retenir, donc là vous avez une photo de la tour sud sur la première photo. Ce qu'il faut retenir là, c'est que quand on a alors les bois sont déblayés, hein, déjà on est sur une phase il y a quelques mois qui se sont passés, hein, il y a plus de matériaux bois cramés, hein, brûlés pardon, sur les voûtes là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des lieux qui sont très critiques. Hein. Alors il y a les voûtes qui sont percées, il y a 2 sites, ça c'est dû à la chute de la flèche. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que vous avez des murs pignons. Alors, les murs pignons, je ne sais pas si ça vous parle, c'est les murs en pierre, qui sont triangulaires, qui sont en bout. Vous avez la nef, qui démarre en bas de la photo. Vous avez le transept. Et vous avez les deux murs côté Seine, là, un mur en pierre. Donc, c'est un mur pignon qui est triangulaire, comme le triangle de la charpente. Et avec juste la température, l'augmentation de température, ça entraîne des déformations. Et ces déformations, quelque part, elles sont multiples du volume de pierre, donc qui a pris la chaleur dans sa masse, ces murs sont devenus instables. Donc ça veut dire qu'il faut refaire les voûtes, pendant qu'il va falloir refaire des murs pignons. Donc c'est pour ça, c'est les 2 ronds que vous avez à l'extérieur. Et au niveau des 2 tours, là où l'incendie a été vaincu, il y a un autre mur pignon qui est au début de la nef, ce qui n'est pas de l'autre côté qu'on appelle le chevet, qui est un arrondi, en rond-point. Okay. Il faut refaire aussi ces murs. Tout en refaisant, donc on est sur de la maçonnerie, donc là on est plutôt sur des lots pierres, tout en essayant de réédifier la flèche et la charpente. Donc dans le phasage, l'idée des archis, c'est de dire, voilà, il va falloir reconstruire les murs pendant qu'on refait la toiture, mais je ne peux pas démarrer les choses en même temps. Et en même temps, il faut que je remontre que Notre-Dame renaisse de ses cendres. Et le premier truc à montrer, le premier symbole à montrer, c'est de montrer que la flèche ressurgit de la toiture. Et la toiture, elle devient un petit peu secondaire.
Donc, le phasage du chantier, il a été réalisé comme ça. C'est pour ça que vous avez vu la flèche monter. Il y a une autre raison, c'est que cette flèche, je vais vous montrer comment elle est posée sur la maçonnerie, ce que j'appelle la maçonnerie, c'est les murs en pierre à 40 mètres de haut. Okay. Elle permet ensuite de stabiliser toute la toiture qui va venir s'arrêter sur les murs pignons quand ils seront reconstruits à minima. C'est-à-dire, on enlève les pierres qui vont pas, on remet des pierres neuves, et j'ai quelques photos à vous montrer dans ce sens. Donc, il faut bien comprendre, je ne sais pas si vous en rappelez, ça c'est le constat, ça a amené ensuite la cinétique, la programmation du chantier dans ce sens. Donc, il y a 3 murs pignons à refaire, 2 voûtes à recombler, avec des croisées d'ogives, etc. Ça, il y a une présentation qui a été faite en avril. Okay. Et si on arrive à monter la toiture qui peuvent abriter les travaux sur les voûtes, on va le faire aussi. Vous voyez, donc ça peut servir de couverture de chantier. Voilà. Et on est à 40 mètres de hauteur. Alors, là-dedans, il y a la problématique de la flèche. Donc, Notre-Dame ressurgit par la flèche, en fait, elle revit par la flèche. Alors, j'ai fait cette photo parce que j'avais présenté les étudiants à l'UT en janvier. La flèche, c'est une fléchette qui est posée. Elle est juste posée, comme la toiture. Cette fléchette, elle va être un peu lourde, elle fait 170 tonnes. Voilà. Voilà, et la toiture qui a été refaite, c'est 500 tonnes de bois. C'est pas beaucoup. Ça fait 600 mètres cubes de chaîne. Voilà. Donc cette flèche, elle a la croisée du transept, elle va reposer, vous voyez, les ailettes. Hein. Donc il faut bien retenir la forme de cette fléchette. Et en fait, Viollet-le-Duc, il a reproduit cette forme-là. Il faut juste se dire, je vais mettre une fléchette à la verticale, donc ça va reposer sur des ailettes, donc il va falloir faire des ailettes. Et ma flèche, elle va faire 60 mètres de haut, plus les 30 ou 40 mètres d'appui qui sont en haut des piliers de la croisée du transept. On arrive à une centaine de mètres, là où on a posé la croix, en descente. Ok. Donc, croisée du transept, la croix bleue que vous voyez, c'est le croisement des ailettes de la flèche. Ok. Et un autre point, cette flèche, on comprend bien qu'elle va, au fur et à mesure qu'elle va monter, elle va se réduire comme un cône. Ok. Donc vous allez avoir, je vais vous donner quelques dimensions au travers de photos. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le sujet. Donc cette fléchette que vous voyez qui est posée sur les 4 piliers, où vous avez la croisée d'ogive sur le transept, pardon. Hop, je me suis trompé. Voilà, elle a cette forme-là. Alors, il y a plusieurs termes, je pense qu'il faut retenir ça. Donc, il faut comprendre qu'on est à 170 tonnes de bois, de chêne, sec, à la différence de la couverture, 60 mètres de haut, 4 étages, avec des dénominations vocabulaires différentes. Donc, vous avez ce qu'on appelle le tabouret, ça va être l'assise, qui va faire les fameuses diagonales là sur la croisée du transept. Les diagonales, c'est une portée de 22 mètres. Donc là, trouver des bois de 22 mètres de long qui sont capables de travailler en flexion, c'est compliqué. Donc en fait, c'est des poutres recomposées, comme le lamellé-collé que peut-être vous connaissez, mais à part que c'est du lamellé assemblé. Donc c'est plusieurs couches de poutres qui sont les unes sur les autres, de manière à gagner 22 mètres en haut de 25 mètres de portée entre 2 appuis. Elles vont se croiser et ça va faire une assise. Et ces 3 poutres qui sont posées les unes sur les autres, qui permettent ensuite d'écaler, qui permettent de gagner. En gros, on a des éléments qui font une quinzaine de mètres de longueur. En recomposant, on a pu franchir comme ça les 22 mètres. Donc le lamellé-collé, en fait, il existe par la technologie du collage, mais l'idée de lameller des poutres pour pouvoir gagner en longueur, on l'a retrouvé sur ce concept-là. Donc ça va être le tabouret. Après, il va y avoir quelques triangulations pour pouvoir monter sur les murs gouttereaux qui font une hauteur. Dans gouttereau, on est sur 2 mètres, 2 mètres 50. C'est comme ça. Voilà, avec quand même des blocs de pierre qui ressemblent plus à ça que du caillou. Ok. Voilà. Ensuite, on va poser ce qu'on appelle la souche. Donc, on est en haut de la partie des ailettes de la fléchette. Alors, pourquoi on appelle ça la souche? Parce qu'en fait, c'est là qu'on va avoir l'émergence de la toiture. On est au-dessus des murs gouttereaux et c'est là que vous allez voir les 4 départs de toiture pour faire la nef, le transept, etc. À partir de là, on va monter ce qu'on appelle le fût, au-dessus de la souche, qui va être l'assise ou le départ. Ensuite, de l'étage ajouré qui est bien connu là de Notre-Dame, on se retrouve à faire quelque part de la structure et de la sculpture. Et on va finir par l'aiguille, ça c'est l'élément remarquable de cette charpente.
Donc vous avez le système, voilà, la flèche, donc pensez à la fléchette, quand je regarde par-dessus, mais vous allez avoir des systèmes avec des triangulations qui vont permettre de réaliser les ailettes de la fléchette qui vont correspondre en fait à la partie de la souche, jusqu'au tabouret. Ok. Et ensuite, vous allez avoir des triangulations en partie haute, ajourées, qui vont permettre de faire la deuxième partie, qui est la plus remarquable, la plus visible hein, de cette charpente-là, de cette structure-là, qui est l'étage ajouré et l'aiguille. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, on se retrouve avec... Donc, si vous avez des diagonales de 22 mètres, il faut comprendre que la longueur que vous avez du carré, qui est l'assise, on est plutôt sur une quinzaine de mètres, 13-15 mètres. Okay. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la fléchette, en gros, elle a un côté de 13 mètres, et en haut, à 100 mètres, on va finir à 30 cm. Voilà. Donc on peut... Et moi, je peux dire, je l'ai pris entre mes mains, j'ai eu la flèche entre mes mains au moment, alors qu'au départ, je peux pas. Quoi. Donc c'est assez remarquable, et au fur et à mesure qu'on monte, je vais vous proposer quelques photos, c'est assez époustouflant. Un autre point important, on parlait du chantier, on souligne, oui, en un an, on va reconstruire la charpente. Cette charpente sous le duc. Alors, j'ai pas mis la photo, l'échafaudage, il était relativement simple, et ça a été monté poutre par poutre. Une poutre, il y a des éléments de poutre qui dépassent la tonne. Donc, c'est vrai qu'on a reconstruit vite, mais on n'a toujours pas la réponse de comment la charpente a été montée avec des moyens aussi à l'époque, peu technologiques en termes de levage. Il y avait plus de personnes, il y avait plus d'accidents, mais voilà, les charpentes, en tout cas pour la nef, ce que je sais, c'est qu'on remontait les éléments poutre par poutre. Là, normalement, vous voyez, les systèmes porteurs, ils ont été montés à la grue, posés en 2D, en avance. Donc là, c'était poutre par poutre. Voilà. Donc ça, au niveau historique et scientifique, il y a différentes chapelles sur le phasage du chantier. Alors, maintenant, on est sur la phase chantier. Ce que vous avez retenu, quand vous avez vu des images de la reconstruction, c'est peut-être ce sarcophage d'échafaudage hein, qui englobe en fait la flèche, ce que vous avez ici. Quoi. Voilà, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au dessous, on est obligé de refaire les voûtes qui étaient percées. Donc l'échafaudage, il ne tient pas que sur les murs de la cathédrale. En fait, il est soutenu par un échafaudage qui est très massif que vous avez ici, qui permet de soutenir le poids propre de cet échafaudage pour refaire la fléchette, donc la flèche, okay, mais aussi qui va permettre d'amener les éléments pour fermer la croisée des ogives du transept. Donc quand vous voyez ça, ben, il y a en gros le double en dessous, et dans cette photo, c'est assez impressionnant de la massification du nombre de barres qu'on a là-dessus. Ça, c'est toujours actuel parce que en ce moment, ils sont en train de fermer justement la croisée du transept. Ce qui va ensuite permettre de relâcher les arcs-boutants qui sont en train d'être, shuntés par des structures. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on a mis des charpentes sous les arcs-boutants pour enlever les poussées. Là, quand la croisée sera finalisée, normalement, ça va être finalisé. Progressivement, ils vont enlever ces gabarits pour que la poussée se refasse sur la voûte. Donc, ce lot-là, en fait, il est voûte, mais il permet l'élévation de la charpente. Ok? Alors, on va refaire un petit peu par quelques photos le phasage de chantier. Donc, en avril 2023, le tabouret a été posé, mais il a été posé à blanc dans les entreprises Le Bras, qui avaient préparé, ça a été posé dans l'entreprise où ils avaient prévu un site pour pouvoir faire un assemblage à blanc, pour pas avoir de surprises, minimiser les surprises sur le chantier parce qu'il fallait faire vite. Donc ce tabouret, on est bien d'accord, ça va être l'assise pour poser ensuite les ailettes de la flèche. Vous voyez les poutres diagonales ici. Alors on ne s'en rend pas bien compte dans cette photo. Ok, mais regardez la taille du gars ici. Le gars il doit faire 1m80 peut-être, 1m70, 1m80. Là vous avez une poutre qui fait facilement 1m20. En 3 morceaux, ça veut dire que vous avez des morceaux de chêne qui font 30 à 40 cm d'épaisseur, de hauteur, et c'est des carrés parce que c'est des bois équarris. Équarris, je sais pas si on a la moelle du bois qui est au centre et on est venu créer un carré à partir d'un rond. Voilà. Alors c'est scié. Il y a tout un débat pour la flèche, tout un débat sur écarrir à la hache.
ça on pourra en parler si vous voulez. Et au fur et à mesure qu'on monte le tablier, on commence à mettre des systèmes pour diagonaux pour créer les ailettes et stabiliser la structure. On va commencer à trianguler et là on est dans la partie, vous voyez, on est ici, le tabouret, la partie diagonale. Et alors la photo, c'est tellement écrasant quand on y est, puisque c'est assez monumental, qu'on est très près de la scène et en fait ça rend pas. Il faudrait avoir une vingtaine de mètres de recul qu'on peut pas avoir avec les échafaudages. Donc j'ai essayé là sur cette photo-là de vous rendre compte. Donc ces triangulations que vous avez là, on est sur cette diagonale, enfin une de ces diagonales, des 4 diagonales ici. Ok. Ça a été posé en avril et mi-mai, tout fonctionnait bien, enfin tout s'est bien passé. Donc on peut passer à l'étape supérieure. La photo que je vous montre là, elle a été prise début juillet 2023. Et là, il faut bien retenir ce que je vous ai dit. On retrouve le tabouret. Et là, ce que vous avez, si vous avez bien reconnu, c'est la souche. C'est-à-dire que vous avez les amorces. On est en juillet quand même. Ça va très vite. Et l'échafaudage, il monte au fur et à mesure que le chantier progresse. Donc le gars qui gère l'échafaudage, il a toute une circulation à gérer qui n'est jamais la même. C'est un petit peu comme on avait au niveau de Bordeaux, quand il y avait la circulation pendant le chantier du tram. Ça changeait à chaque fois. Là, c'est pareil. Pendant que la souche est faite, on finalise les murs gouttereaux. Donc, on sélectionne les pierres qui sont désagrégées sous les critères mécaniques et on les remplace. Parce que la charpente va venir, là c'est le côté cœur, va progresser ensuite dans ce sens-là, va progresser vers le transept parce que là, vous voyez, le mur pignon du transept a été refait. Donc là, on peut y aller. Le système constructif n'est pas le même, pour être honnête avec vous, sur le transept, c'est plus récent. Là, on va pouvoir progresser dans ce sens-là, et de la même manière, vers les tours sur la nef. Ok? Alors, juste un petit point, peut-être que si vous avez vu la présentation sur les pierres, quand vous regardez un mur comme ça, il y a un chaînage à réaliser. Donc le chaînage, on ne pouvait pas le faire avec du béton à l'époque. Hein. Donc comment ils faisaient du chaînage? Avec des agrafes. Voilà, coulé, et scellé, pardon, avec du plomb. Chaque agrafe a été prélevé à la suite de l'incendie, descendu, passé à l'acide pour enlever la corrosion, et on les a remontés, on les a remis au même endroit. Voilà, avec les pierres originelles ou pas, en fonction de la dégradation. Oui. Voilà, donc on a une grue énorme et on a vu des petits paniers qui descendaient, chaque pierre. Voilà, donc c'est un travail de longue haleine. Et quand même, et voilà, ça c'est une pierre neuve, par contre, fraisée. Qui peut être connecté à une autre pierre. Donc ça va être l'assise quand même de la charpente cette fois-ci. Alors pendant qu'ils refont les murs gouttereaux, voilà, c'est le fût. Donc vous voyez, vous avez la diagonale du tabouret, et là on va commencer à monter le fût qui est, c'est la diagonale au-dessus d'assise de la souche qui va permettre de monter le fût. Et le fût, il y a, vous voyez, des diagonales qui vont permettre de contreventer la structure parce que ça va prendre du vent, cette chose-là, mais ça va permettre de stabiliser toute la toiture dans la progression du chantier. Ok. Et ce tabouret, vous voyez, vous allez avoir des barres en attente qui vont permettre d'avoir la partie ajourée que vous connaissez de Notre-Dame, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, on est juste au-dessus de la toiture et vous voyez le nombre de barres qu'il y a pour stabiliser. C'est un noyau assez rigide. Et quand on prend des photos, vous voyez, j'ai dû prendre la photo, je devais être par là, juste devant. C'est super dense et on est environ sur un diamètre qui fait 7 mètres, 6-7 mètres. C'est dur à voir au travers de la photo parce que ça écrase. Et au fur et à mesure qu'on va monter, maintenant, on est en septembre, octobre, on va partir sur la partie ajourée. La partie ajourée, c'est ça. Alors, première chose, c'est des gens qui, ça m'a surpris, mais c'est du bois. Les gens pensent qu'en voyant justement ces parenthèses, ces rosaces, etc., que c'était de la pierre, une partie en pierre. Donc on est entre de la structure et quelque part de la sculpture. C'est assez bluffant. Voilà. Donc voilà, là on est sur la partie ajourée qui monte. Donc vous voyez, on est sur la partie verte. Et ce qu'il faut bien comprendre que quand on regarde ça, la charpente va avancer sur la nef, transept, etc. Donc là, justement, je vous en parlais. La pose de la charpente de la toiture continue. Les bois arrivent par la Seine. À l'époque, ils arrivaient, c'était des bois flottés. Scientifiquement, un bois flotté, est-ce qu'il a la même caractéristique mécanique qu'un bois qui arrive à moitié séché? On ne sait pas trop comment il a été traité. Ça, c'est une question. Voilà. Donc, il y a des gens qui disent c'est plus solide. Il y en a qui vont dire il est plus raide, il est plus solide. Ça veut dire quoi? Voilà. On rentre dans les mots. Ça veut dire quoi?
compact. Mais en fait, quand on fait de la structure, il y a deux notions à avoir, c'est rigidité et résistance. Et c'est les deux qui font la performance. Rigidité, c'est l'inverse de la souplesse. Donc on est dans les mêmes termes, on parle de la même chose. Par contre, un bois flotté, qu'est-ce qu'il apporte de plus sur ces deux critères? Là, ça devient plus compliqué quand on commence à aborder les choses avec les historiens et les sciencieux du bois, où chacun a son avis là-dessus, mais il n'y a pas de convergence. Voilà, donc ça arrive sur les barges, par les barges, pardon. Ensuite, levage. Donc là, vous avez plutôt une ferme principale, là plutôt chevron fondamental, vous voyez, le système constructif. En gros, tous les 70 cm, mais vous placez un élément. Sur le mur, on pose pas en brut, on pose ce qu'on appelle des sablières. C'est des poutres d'attente qui sont posées sur le mur, qui vont permettre de transférer les efforts de la charpente en poids propre, vent, par frottement sur les murs vitraux. Et vous voyez, chaque point à travailler, vous avez quelque part des mortaises et des tenons, empreintes mâle-femelle pour vraiment s'enclencher, poser. C'est les lieux d'attente de chaque ferme qui vont être posés. Ferme et chevron formant ferme. Et c'est posé au centimètre. Voilà. Une ferme comme ça, quand vraiment c'est du bois humide, c'est 6 tonnes. Ok, 6 tonnes qui vont sécher. Là, on est plutôt à 1,5 tonne. Ok, parce que les sections sont plus fines. Je regarde le temps. Okay. Alors on continue. Ah si, un point important. Oui. Voilà. Donc cette photo elle est là pour vous dire, on avance. Là, on est côté cœur. Vous avez le rond-point ici de la cathédrale, le chevet, là où ils ont posé la croix, je crois qu'une dizaine de jours. C'est ça le chevet, là, ce que vous avez ici. Donc on avance, mais là, on est vraiment beaucoup plus haut que la toiture. Donc ça veut dire que là, on est dans la partie de l'aiguille, quoi, peut-être, hein, au-dessus de la partie ajourée. Donc ça monte. Et là, j'avais une autre photo, on est au-dessus des tours, en fait, en termes d'élévation. Ok, d'altitude. Et donc on avance, on met des croix parce qu'il faut stabiliser les derniers éléments parce qu'ils ne sont pas stabilisés, mais tout ce domino de charpente, en fait, il est maintenu pour pas qu'il bascule par la souche de l'aiguille. Donc on monte, et le fait de monter au travers de cette flèche permet de stabiliser l'ensemble pour que ça progresse et qu'il n'y ait pas trop de problème de stabilité. Et ça viendra s'appuyer ensuite sur le rond-point ici et sur les pignons qui sont en phase de finalisation. Ok, voilà. Donc ça permet, c'est des croix qui sont provisoires. Au fur et à mesure qu'on avance, on les reproduit pour stabiliser. C'est un petit peu comme quand vous obtenez une tente, hein, vous essayez de créer des points fixes. Et donc là, on est du côté de la nef. Et la photo, elle est juste là pour vous dire, c'est un petit peu la même que l'autre, à part que là, c'est la nouvelle forêt. Alors, je sais pas s'ils l'appelleront comme ça. La forêt, c'était la multitude de bars, hein, voilà. Donc on est sur quelque chose de plus clair. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore le foligeage, hein, il n'y a pas de plomb, donc ça va être complètement. Il y aura pas de lumière qui va rentrer. Donc là, la photo est beaucoup plus, on va dire, claire que les photos qu'on avait de la forêt ancienne. Et un point important, voilà, les assemblages. Type d'assemblage, bois vert. Tous les bois là sont équarris à la hache. Alors c'est triché pour être. Alors c'est le côté démocratique. Hein. C'est à la hache ici et c'est ici en haut et en bas. Voilà. Donc en fait comme ça on fait travailler tout le monde, on fait pas de jaloux, voilà. Alors moi en tant que scientifique, c'est un bien grand mot, mais je me pose des questions sur la construction de bois là. Moi souvent les charpentiers, j'ai rien contre. Hein, y a pas. Regardez la qualité des assemblages. Ça jointe bien. Bon, le seul truc que je voulais dire, moi, c'est que quand ça va sécher, ça va plus jointer. Ça va plus jointer. Donc ça, c'est une question quand même. Et ça va avoir quel impact après sur les déformations? Et la tenue, cette charpente, il n'y a pas de problème. Donc là, et en fait, en discutant, les charpentiers, oui, ils le reconnaissent à la fin, et c'est pas leur jeter. C'est qu'est-ce que ça va faire? C'est bien, entre guillemets, excuse-moi l'expression, de s'emmerder à faire jointer. 3 mois après, ça jointe plus. Hein. Parce que c'est du bois vert. C'est pour ça qu'on construit en sec maintenant. Parce que quand on a des bois secs, qu'on les taille et que ça jointe, et il va rester sec, ça bougera pas. Donc là, je comprends mieux là. Non, alors là où j'ai sur la flèche, c'est du bois sec parce que c'était du bois plus récent à l'époque de Viollet-le-Duc. Comme on refait à l'identique, la livraison de bois sur la flèche est sec. Ok. Sur la charpente, la nef et le chœur, c'est du bois humide.
Non, mais c'est peut-être moi qui ne l'ai pas dit correctement. Il n'y a pas de problème. C'est clair maintenant? Voilà. Donc, tout ce qui est sur la toiture, en fait, ça va travailler. Et ça va respirer, en fait. On dit que le bois travaille, cette charpente, elle va respirer. Et c'est ça qu'on a essayé de montrer du doigt à nos bambins dans les écoles. Alors ça, voilà, je vais vous montrer rapidement. C'est ça. Et là, il est farci d'eau, et dans une dizaine d'années, il y en aura beaucoup moins. Et donc, il va chanter un petit peu. Voilà. Quand on avance, voilà, là c'est le mur entre les tours. Vous voyez, on a réhabilité quelque part. On a reconstruit le mur pignon, on a gardé les pierres qui allaient bien. Et là, c'était la finalisation de la charpente, ici, sur la nef. Okay, et là, c'est le transept, c'est là où arrive, vous avez la scène, c'est là où arrivent les bois. Et donc, on vient, une fois qu'on a fini ça, là, on peut finir la charpente, la structure, quand je dis la charpente, pas la couverture. La couverture, c'est actuel. Ok? Voilà. Et pendant qu'on fait ça, on finit la flèche. Donc ça, c'est des photos que j'ai prises des entreprises. Donc il y a les crédits. Ça, c'est la flèche. Donc là, on est à 30 cm de diamètre. C'est là où ils ont mis la croix. Okay. Et donc, c'est préfabriqué, transporté, posé. Donc ça veut dire que là, on a un élément que je ne saurais pas vous dire le poids. Donc là, vous avez la tente. Ça doit, comme on dit en charpente, ça doit bicher avec ce qui est en place sur le chantier. Voilà. Donc là, par contre, c'est du bois sec. Enfin, pseudo sec, parce qu'avec les sections, il y a quand même encore un peu d'eau dans ce matériau, compte tenu des délais. Donc cette pièce-là, vous la voyez, elle est levée, et la partie là, elle doit venir bouger. Donc ça, c'est globalement bien passé. Ils ont dû retoucher un petit peu 2-3 trucs sur site. Et donc c'est boulonné. Donc on est sur une technologie qui est beaucoup plus récente, parce que les boulons n'existaient pas sur la charpente de base. Je parle de la charpente de la toiture, d'accord? Et donc là, c'est boulonné. Et donc, on est en décembre, et je crois que début décembre, a été posée la croix, le fameux coq. Donc on est là. Et juste la quinzaine en 2004 de janvier. Voilà, ça c'est Donc regardez, ça c'est l'aiguille. Et donc les bois se rassemblent un petit peu comme un bouquet de fleurs avec les tiges à l'envers. Okay, pour finir sur quelque chose qui est relativement épuré. Et ça, c'est la tente de la croix, qui a été enfilée ensuite sur 2,50 m sur cet élément qui fait une trentaine de centimètres ici. Et là, on est aux alentours de 90 mètres de hauteur. J'étais pas bien. Personnellement, moi, j'étais pas bien. Voilà. Pendant ce temps, quand ils ont fini ça en décembre, donc ça, c'est les images qu'on avait un petit peu au niveau des actualités. En janvier, ils ont fini. Donc, au moment où ils ont posé la croix, la nef était terminée. Et début janvier, une dizaine de jours, ils ont fini ce qu'on appelle le rond-point ou le chevet. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils ont mis le voligeage pour permettre de mettre la couverture en plomb, qui va donner de l'assise en termes de poids. Okay. Et ils ont posé la croix du chevet, il y a, on va dire, une dizaine de jours. Donc là, on va passer à la phase couverture plomb. Voilà, qui donne de la masse parce que c'est posé. Vous voyez qu'il y a tout un débat sur le plomb. Si on fait quelque chose de plus léger, peut-être que ça se renverse, donc il faudrait assembler sur des pierres. Et l'identique là-dedans, c'est compliqué à gérer. Au final, retenez ça, 500 tonnes de chêne. Alors des fois ça fait plaisir, des fois ça fait pas plaisir. Quelqu'un qui est sensible à l'environnement va dire ah oui, c'est monstrueux. On peut ouvrir le débat si vous voulez. Il n'y a pas de problème, j'ai quelques données. Après, c'est stocké en tout cas. Il y a du CO2 qui est stocké dans cette charpente. Alors je vais faire juste un petit point rapide sur le chantier pédagogique et scientifique, maintenant que vous avez vu le chantier. Alors, quand on fait de l'enseignement et qu'on est dans un labo, il faut avoir des prétentions un petit peu à dire ouais, on est innovant, etc. Nous, les problématiques qu'on a sur un objet, Notre-Dame est un objet parmi d'autres. Voilà, quand on va reconstruire sur des chantiers comme ça, si on a du bois vert qui va sécher, il y a problème de l'humidité. Il y a problème de durabilité sur le choix des essences qui est lié à l'humidité, parce que des bois qui sont humides, ils sont plus vulnérables en fait aux attaques. Ensuite, vous avez vu que si le bois va travailler, on parle des assemblages, du métier, de l'épure, du trait des charpentiers, on est contraint à avoir de l'ingénierie. Est-ce que les modèles numériques permettent de se relier? Est-ce qu'on peut exprimer quelque part la pratique du charpentier au travers de la mécanique pour pouvoir mieux anticiper peut-être les problèmes qu'on va avoir
dans le long terme sur une charpente comme Notre-Dame, ou essayer de diagnostiquer l'état de santé d'une vieille charpente. Alors l'avantage sur Notre-Dame, là, c'est qu'on a fait une réplique ça s'est fini en 2020, donc on a fait une réplique de la nef, de manière à avoir ce qu'on appelle, dans le jargon des labos, c'est le T0, c'est-à-dire le moment où ça a été édifié. Et là, on a introduit du monitoring. Un monitoring, c'est des capteurs pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Et ces informations-là, on les a données en partie au chantier scientifique. Donc, on a reproduit une partie de la nef, sur la base des plans que je vous ai montrés. Et ça a été réalisé à Felletin. On a eu un financement de la nouvelle région. On était super contents. Alors, pour être clair, l'idée de reproduire la charpente à l'échelle 1, c'est les laboratoires qui ont émis l'idée au président de région. Et lui, il a eu l'idée de nous mettre cette charpente à Felletin pour faire des trajets. Et donc, cette charpente, on a proposé les plans de Fromont, et avec les centres de formation, CFA, lycée, j'aurais dû mettre au pluriel ici, on a reproduit une travée sur des murs gouttereaux, qu'on pouvait pas faire en pierre. Et cette charpente que vous voyez, elle est, je sais pas si je vous ai montré un moment les plans, le relevé de la charpente qui était pas loin des deux tours, la ferme 4 et 5 qui était derrière les deux tours. Je sais pas si vous en rappelez au départ. Ça, on est en gros une quinzaine de mètres des deux tours quand on avance vers le transept. C'est la ferme 4 et 5 avec les chevrons formant de ferme à l'intérieur. C'est ce que vous avez ici. Donc il y a une maquette numérique. On a eu le projet, il y a 2 jeunes qui ont travaillé dessus. Et eux, ce qu'ils ont fait, avec aussi des jeunes pour la reconstruction, ces 2 jeunes-là, ils ont fait des relevés pendant 3 ans pour donner des informations au chantier sur le comportement au séchage de cette charpente-là. Voilà. Parce qu'il y a des défauts d'information dans les normes et les ingénieurs, les bureaux d'études doivent certifier cet objet médiéval par du calcul actuel. Donc là, c'est là qu'il y avait des choses relativement intéressantes et des préjugés à casser. Alors pour réaliser ça, mais nous on s'est rendu compte que c'était super compliqué, juste pour ce petit morceau de charpente qui fait 3,50 m de profondeur, 13 mètres de portée, comme la charpente, donc ça c'est les murs gouttereux, on est vraiment dans les dimensions réelles, et la hauteur, là on est à plus de 12 mètres de haut. Ok. Donc là il y a pas loin de 10 tonnes de bois, avec les sections de relevés. Voilà. Et des bois verts, sciés. Donc voilà, on a eu des petits jeunes qui ont fait la maçonnerie. Ensuite, on a eu différents CFA et lycées qui ont travaillé sur les chevrons formant de ferme. Et ils ont eu l'occasion de faire l'édification, le montage, en décembre 2020. Voilà. Donc, la charpente que vous avez vue, qui a démarré en avril, il y en avait une en Aquitaine, en partie. Donc, on est super fiers, où il y a, en gros, 150 personnes, une centaine de jeunes qui ont travaillé dessus. Ok. Et derrière, on est venu. Alors, on a différentes façons de stocker les bois. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? La semaine d'après, c'était juste avant Noël, les universitaires, ils sont venus, on a commencé à mettre des capteurs à des endroits qu'on jugeait, il ne faut pas mettre des capteurs partout, parce que ça coûte. On a mis des capteurs, des centrales d'acquisition qui nous envoient les données via le téléphone, des capteurs sur cette charpente pour voir un petit peu, avec l'expérience qu'on avait, croisée avec plusieurs chercheurs. Okay, là, quand Mustapha a dit il a été responsable de tout ça, derrière il y a un paquet de personnes qui travaillent et c'est un héritage de longues années. Voilà. Donc on a une sensibilité à ça, à faire des mesures, et ça devient cet objet est devenu des travaux pratiques pour les jeunes en mesure à Felletin. Donc ça a permis de faire des cours de la mesure et informer le chantier. Donc depuis janvier 2021 où on a commencé à mettre en place, vous voyez, c'est le 7 décembre, la charpente était quasi finie, ils ont rajouté un petit peu de toiture, alors c'est en bois, on a multiplié les plis pour avoir le même poids que le plomb, on n'a pas mis de plomb, parce que ça coûtait trop cher, donc on n'est pas tout à fait dans une réplique à l'identique, on est bien d'accord, c'est ajouré, et une semaine après, nous on mettait les capteurs pour avoir une mise en service dès janvier. Chaque fois qu'on y va, c'est tous les mois et demi. Là, ça ralentit parce qu'on est sur une finalisation d'un doctorat. On a scanné cette charpente avec des scanners. Donc, on peut reproduire, à partir de mesures, la maquette virtuelle de la charpente de Felletin. Ce qu'on ne peut pas faire sur Notre-Dame parce qu'il faut du recul. Et le but, c'était de dire, est-ce qu'avec ce type d'équipement là, qui est très en vogue, en plus qui passionne les jeunes, est-ce que je suis capable de voir la respiration de cette charpente au fur et à mesure qu'elle sèche? Bon, la réponse est non.
Voilà, c'est non. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est non, catégorique. Pour l'instant, avec le matos, l'équipement qu'on a actuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on a mis des capteurs, on a mis les bretelles et ceintures. On a mis des capteurs qui mesurent des déplacements dans les assemblages, sur des poutres qui peuvent fléchir. On a mis des capteurs qui mesurent l'humidité, parce qu'il y a des gens qui disent ouais, le bois, là, il y en a pour 20 ans de séchage. Est-ce que tu as des données? Non. C'est la pratique, ok. Autant mettre des capteurs, on regardera. Et on a mis des capteurs qui mesurent la flèche. La flèche, c'est quoi? C'est, en fait, ça va descendre, hein, on mesure, par le poids, ça va fléchir comme une poutre. Et vous avez des capteurs qu'on a mis ici, et on suit ça dans le temps. Alors, pour le séchage du bois, juste un petit point, je vais pas rentrer dans les détails. Donc, en fait, on a mis des capteurs qui mesurent la température et l'humidité, comme vous avez vos capteurs dans une cuisine, une salle à manger. Mais là, on a fait des trous, on a mis ce capteur-là, on a bouché le trou, et on regarde l'ambiance de la grotte en bois, quelque part, au fur et à mesure du temps. Et plus le bois se sèche, plus l'humidité de l'air va diminuer, et on est capable de dire que le bois, dans moins de 10 ans, il sera sec. Donc là, on est à 20 ans, 10 ans, il y en a qui disent avec des modèles, on peut appeler ça des modèles. Donc le bois va sécher vite sur ce site, mais avec le changement climatique sur la charpente, ça risque de sécher beaucoup plus vite. Et du chêne qui sèche vite, c'est pas bon, c'est sujet à modifier la rigidité et la résistance si on fait de la construction. Alors ce qu'on a fait aussi, vous savez, ça s'appelle un tachomètre. Hein. Les relevés que vous voyez, c'est des lunettes qui permettent de faire des relevés pour les voiries, pour monter les voiries, des choses comme ça, comme un géomètre, etc. Mais on a mis des cibles de part et d'autre. Donc ça, c'est la scène la plus favorable pour nous, parce qu'on a du recul. Donc on est capable d'avoir les déplacements à chaque fois qu'on y va. Donc on a la respiration, son mouvement sur les 3 ans, qui dépend des saisons. Voilà, ce qu'on n'aura pas sur Notre-Dame, parce qu'il y aura un couvert. Là, on est ajouré, mais ça donne des idées. Et donc, pour vous donner un exemple, ici, la charpente de Notre-Dame de Feltin, voilà, ce point est descendu depuis l'édification, on va dire, de 40 mm. Donc, on le voit avec les capteurs, on le voit avec les lunettes. Les points que vous avez, c'est les rendez-vous avec les lunettes, c'est pas continu, puisqu'on y va tous les mois et demi, tous les 2 mois. Et après, on a des capteurs, voilà. J'ai dit combien? 40 mm? 4 cm, vous allez me dire c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport à quoi? Voilà. Je sais pas si à un moment j'ai un genou qui bouge de 2-3 mm en travers, des fois ça va pas quoi. Voilà. C'est un ancien du foot qui vous parle. Donc c'est par rapport à quoi? Voilà. Et on est capable de mesurer ensuite, les bois en fait ils vont se raccourcir. Et donc, s'ils se raccourcissent, il faut faire un triangle à la fin. Hein. Donc, les assemblages, ils vont sacrément, excusez-moi l'expression, ils vont manger. Ils vont rattraper tout ça dans leur limite de rigidité et de résistance. Voilà. Et tout ça, il faut l'appréhender. Et la mesure nous a permis d'appréhender tout ça. Un truc qui était original, alors ça, là, on est tranquillou. En plus, on a pu la solliciter. C'est-à-dire qu'on a mis des charges dessus pour voir comment elle se déformait. Avec des jeunes. Donc, on met des charges qu'on maîtrise. Avec des tirs forts, là on met 2 tonnes, et on regarde avec des petits capteurs, c'est pas très, vous voyez, on triangule, là on va chercher ce point, on va le chercher là. Avec un tir fort, on va mettre 2 tonnes, 1 tonne, etc. Avec des systèmes de poulies, on peut démultiplier les forces, et on va venir contraindre la charpente à se déformer, et on va regarder sa réponse sous sollicitation. Ça va nous donner un indicateur de son comportement, en descente de charge surtout. Et cet indicateur, comme on répète ça à chaque fois qu'on y va, il va dépendre de la perte d'humidité de la charpente au fil du temps. Donc c'est des informations, voilà, qui sont à la fois scientifiques, mais également qui sont utiles pour les jeunes parce qu'ils se rendent compte par les relevés que la charpente bouge. Et ils ont dans la tête quelque chose un petit peu de préconçu, ça a toujours tenu, donc ça bougera pas. Bon, et là ça tient, mais ça bouge. Déjà on n'est plus dans le même truc. Donc il y a différentes façons de faire des sollicitations. Donc ça, c'est assez original parce que là, il n'y a pas d'effet d'échelle. Quand vous êtes dans un labo, c'est un petit peu le tort ce qu'on nous reproche, c'est que vous êtes vous avez vos résultats dans une échelle. Donc après, il y a toutes les théories pour transposer à des échelles, mais ça reste des théories. Là, nous, on est tranquille, on l'a fait à l'échelle 1. Par contre, la manip est compliquée. On est dans un rapport comme en microscopie. Ce qu'on relève en déplacement, vous voyez, c'est de l'infiniment petit par rapport à la scène, dans le rapport. Voilà. Et derrière, nous, on a des modèles. Je ne vais pas m'étendre là-dessus.
Donc, dès qu'on voit un comportement, on est capable, après, avec des calculateurs, d'aller chercher des efforts. Une force ne se mesure pas. C'est le modèle qui nous renseigne. Donc, si on a des déplacements, ça se mesure. À travers des déplacements, après, avec un peu de bibliographie, des concepts établis en science, on peut essayer d'estimer les efforts qui circulent dans un squelette. Mais une force, je ne connais pas quelqu'un, Newton, il a subi la force. Il n'a pas mesuré. Après, il a déduit des concepts. Donc tout ça, en fait, on couple les mesures avec des robots numériques qu'on appelle des jumeaux numériques et qui sont en lien avec le chantier aussi. Alors voilà ce que je voulais vous dire. En fait, ça, c'est ce qui va se passer, je pense, sur Notre-Dame. Je pense, je suis sûr, mais on n'est jamais sûr à 100%. Quand la charpente a été édifiée à Felletin, je suis à Felletin, hein, ces assemblages, ils bichaient. Il n'y avait pas de jeu. Donc ça, c'est tous les phénomènes. Regardez, il y a des ouvertures parce que le bois va sécher. Et nous, on l'a vu, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce graphe, plus vous montez, plus c'est raide à la charpente, plus vous descendez, plus c'est souple. Vous voyez? Et ça, en fait, vous avez des dates. Et en fait, quand on est sur des périodes, on va dire d'automne ou après hiver, la charpente, elle est plus souple, elle est plus raide, pardon, qu'après l'été. Pourquoi? Parce que les assemblages, en fait, ils se ferment par gonflement du bois. Donc ça veut dire que la charpente, elle se ramollit, entre guillemets, elle est plus souple quand le bois sèche. Et sur Notre-Dame, elle va pas regonfler, puisque ça va être fermé. Voilà. Donc la question scientifique, c'est quel est l'impact de la qualité des assemblages sur le comportement à long terme. Et donc on développe des modèles sur les assemblages, je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Là, on développe des modèles maintenant, numériques, où chaque assemblage, on renseigne l'information, on met de l'humidité et on commence à dire, voilà, là, il y a des risques à tant de tonnes. Et on peut pousser alors ça c'est encore périlleux, dire dans tel temps il faudra faire une inspection. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je vous ai bluffé, c'est pas bluffé moi, je vous ai pas dit un truc depuis le début. Donc voilà, il y a tous les résultats. Vous voyez, on est capable de modéliser la déformation d'un assemblage. Vous voyez cette ouverture entre le rouge et le bleu, je sais pas si c'est clair, c'est ce qu'on a vu sur. Alors on n'est pas dans la même gamme de dimensions. Mais on peut le reproduire avec des modèles virtuels et de la mécanique très très simple. Voilà. Donc le but, c'est d'essayer d'anticiper ça, parce que, je finirai là-dessus, vous vous en rappelez de ces croquis? Donc c'est les croquis de Fromont, on va dire des années 2000. Les charpentiers, ça a toujours tenu, c'est remarquable, le travail des charpentiers à cette époque, oui, pour monter des charpentes comme ça, bois par bois, ça n'a pas bougé. Et si vous regardez bien la charpente, ça, c'est un renforcement. Ça, c'est du métal. Ok? Du métal, 12e siècle, je crois qu'il n'y en avait pas. Ça, c'est du métal. Ça, c'est du métal. Ça, c'est des sabots en chaîne. Si vous regardez sur Internet la forêt ancienne, les assemblages, il y a des sabots qui ferment, les pieds de ferme, où il y a de l'écoulement de l'eau. Elle a un vécu particulier quand même, cette charpente. Mais dire que ça tient de manière absolue, comme j'ai pu l'entendre dans certains métiers, quoi. Il faut faire attention parce que, ok, ça tient, mais il y a eu des réparations. Et là où on est d'accord avec Rémi Fromont sur le travail qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'on va faire un suivi de cette charpente sur une travée, pas sur toute la charpente, hein. Les 130 mètres, ça serait trop coûteux, parce que, et ce sera ma conclusion, on a refait à l'identique, mais ces pathologies vont réapparaître à l'identique. Donc, ça, c'est un bon travail pour la construction bois, pour le patrimoine, pour les sciences du bois, d'avoir quelque part un laboratoire, pas un laboratoire, mais un site de mesure, que Notre-Dame devienne un site un petit peu laboratoire, pour pouvoir faire dialoguer les mesures qu'on va pouvoir placer, moyennant budget, avec les modèles qu'on peut agréger des différents centres qui font de la recherche dans le domaine pour servir à l'ingénierie. Et là-dedans, on a ce triptyque qui est justement en train d'émerger suite à l'incendie. Voilà. Donc, après tout le détail, là, on s'en fiche un petit peu, mais il faut bien comprendre que sur la nef, sur le chœur, en fait, il y a eu des remplacements. Et en datation, il y a même des renforts bois qui sont arrivés 30 ans après l'édification. Donc la question c'est, on reste comme ça, on profite pas de la connaissance et à un moment
on va arriver à un état de gradation, de dégradation, pardon, qui va s'accumuler. Et dans 30 ans, on refait un chantier où on monte un échafaudage, je ne sais pas l'image que ça va donner pour la construction bois et sur ce chantier-là. Ou alors, on essaie par les modèles d'anticiper pour agir localement et ça ne se voit pas. Pour moi, ça c'est un enjeu relativement important parce que ça va arriver. Ça ne veut pas dire que la charpente va tomber. Mais si on renforce ça, il faut savoir où c'est qu'on met les prothèses à minima. Et Viollet-le-Duc, là, peut-être qu'il y a un micro aussi. Voilà. Mais il faut se sortir de la tête qu'elle est comme dans l'état actuel. La ferme originelle, en fait, il n'y a pas les renforts. Voilà. J'en ai fini. Après, ouais, je crois que j'étais au bout. Voilà, j'aurais pu faire ça. Voilà, c'est des zones de faiblesse. Merci. Un grand bravo.